Bonjour et bienvenue à tous. Je m'appelle Laura, je suis Project Manager chez IMS Luxembourg et je suis très heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui. Je vais animer cette table ronde sur le climat et la biodiversité, former de nouveaux parcours pour des solutions convergentes et nous allons parler de solutions basées sur la nature, de solutions naturelles pour le climat, d'agriculture régénérative et puis d'initiatives qui créent des passerelles entre les différents acteurs de la société. Que vous soyez ici en tant qu'entreprise, institution publique ou citoyen, restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter en français et en allemand grâce à nos interprètes. Bonjour et Guten Tag pour ceux qui nous écoutent en traduction. Et puis, n'hésitez pas à réagir à cette table ronde sur les réseaux sociaux avec le hashtag LSF2021. Et je suis très curieuse de découvrir vos commentaires. Et puis, nous accueillons aujourd'hui James et Maxime et Irène Garcia qui va nous joindre du Costa Rica en ligne. Elle sera sur l'écran très bientôt. Merci d'être ici avec nous aujourd'hui et commençons sans plus attendre. Tout d'abord, je m'adresse à vous, James. Vous travaillez au World Business Council for Sustainable Development et vous nous dites que la nature va représenter un sujet clé pour les sociétés de plus en plus souvent. Merci beaucoup, Laura, de me donner la possibilité d'évoquer ce sujet aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui sont en jeu ici. Les statistiques sur la nature sont effarantes. Depuis le début de la civilisation, nous avons perdu environ la moitié de nos forêts, la moitié des récifs coralliens, 70% des zones humides et nous avons mis des barrages sur 2/3 des rivières. L'extinction des espèces dans la nature est de 100 fois, voire 1000 fois supérieure au taux naturel d'extinction. Alors, quelles sont les implications potentielles de cette perte de nature? Et en fait, tout cela dépend des services écosystémiques. En fait, la nature nous fournit toute une série de services écosystémiques sur lesquels nous comptons en tant que société humaine, la régulation du climat, la fourniture d'oxygène, d'eau douce, de sols fertiles, pollinisation des cultures, etc. La nature nous fournit des services. C'est un actif qu'il convient de protéger. Et comme les services, en raison des services écosystémiques qu'elle fournit, et la nature a la capacité de nous fournir tous ces services dont nous sommes dépendants. Et cette capacité, elle commence à être mise en danger et restreinte. Quelle est l'importance de tout cela pour les entreprises? Eh bien, quand on voit une revue du gouvernement britannique qui montre à quel point nous sommes dépendants de la nature et de l'environnement qui nous fournit énormément de ressources dont nous avons besoin pour faire tourner notre économie et notamment tout ce qui est l'industrie de l'agroalimentaire, etc., les boissons. Donc, ce n'est pas seulement des risques environnementaux, il s'agit vraiment de risques fondamentaux qui pèsent sur nos économies, sur nos institutions financières, sur nos entreprises. Et j'ai vu une statistique intéressante du rapport de la Swiss Re, c'est que la moitié pratiquement du PIB mondial dépend d'écosystèmes qui sont en bonne santé et qui fonctionnent bien. Ça, ce sont les risques. Et heureusement, les chefs d'entreprise commencent à s'en rendre compte et à le reconnaître. Donc, il y a eu au Forum économique mondial de Davos une étude des risques parmi cette étude des risques, les risques concernant la nature et le climat font partie des 5 principaux risques que doivent adresser les chefs d'entreprise et cela donne des raisons d'espérer pour l'avenir. Merci beaucoup pour cette introduction. Je vois qu'Irène est avec nous. Merci de nous avoir rejoints. Il est très tard ou très tôt, je crois, chez vous, de votre côté de l'univers, du monde. Vous êtes de Curitiba, au Costa Rica. Et là, vous développez le concept de la Ciudad Dulce. Je pense que ça veut dire ville douce ou ville sucrée en français. Donc, c'est une vision qui a reçu beaucoup de prix, y compris le prix du bien-être de 2020. Alors, qu'est-ce que la Ciudad Dulce et comment avez-vous commencé, Irène? Bonjour et merci de m'avoir invité à ce forum important. Eh bien, après quelques années d'observation
de relations étroites avec les citoyens, les administrés, nous avons commencé à tenir compte de leurs revendications, c'est-à-dire de ne pas voir nos services comme des services basés sur une offre, mais plutôt donc dans le cadre d'une approche de gouvernement local. Et nous avons développé des projets qui ont bien réussi, des prototypes visant à offrir des services fondamentaux de meilleure qualité. L'objectif était d'avoir des grands parcs dans la ville. Nous avons aussi un service de collecte des déchets qui était excellent, mais ça ne suffit pas. Il faut avancer dans l'innovation. Ça ne suffit pas d'offrir des services classiques des municipalités de bonne qualité à nos citoyens, nos administrés. Donc, nous avons été plus loin, c'est-à-dire que nous avons commencé à réfléchir aux ambitions à court, moyen et long terme pour notre ville. Et les villes où il fait le mieux vivre et travailler, les villes les plus belles, eh bien, la plupart du temps, elles ont des ambitions urbanistiques, c'est-à-dire qu'elles s'imaginent comment la ville sera dans 10 à 15 ans. Et là, nous voulions faire une différence. En Amérique latine, généralement, nous n'avons pas de tels plans d'urbanisme ou de vision à long terme. Et la question que nous nous sommes posée est de savoir comment pouvoir ajouter, en tant que ville, ajouter de la valeur à la planète plutôt que de prélever de la valeur sur la planète. Et en fait, la principale réponse était un cadre pluridimensionnel qui est la base de la Sweet City de la Ciudad Dulce et qui était basée sur la biodiversité. Et cette base donc de services écosystémiques vitaux qui peuvent être offerts aux citoyens, nous nous sommes rendus compte que le meilleur service que nous puissions offrir à nos citoyens est un ensemble de services écosystémiques. Dans les pays où des villes, Curridabat est une petite ville et par rapport à beaucoup de villes dans le monde, nous sommes petits. Eh bien, nous avons toutefois été copiés et les modèles de développement de grandes villes telles que Paris, Rome, qui ont beaucoup de ressources économiques, l'ont fait. Mais ce que nous avons, c'est une base de ressources naturelles dont nous avons la responsabilité que nous devons gérer dans la ville pour qu'elle continue de rendre ces services vitaux pour le bien-être et le bonheur de nos administrés. Merci Irène. Maxime, alors vous êtes le fondateur du projet Climate Heroes, les héros du climat, pardon. Et donc, vous montrez des récits de citoyens qui, dans le monde entier, s'engagent en faveur de la nature. Alors, qu'est-ce qu'est un héros du climat? Merci Laura, merci de m'avoir invité à prendre la parole ici aujourd'hui. Eh bien, Climate Heroes, les héros du climat, c'est un mouvement que j'ai lancé juste après la COP 15 de Copenhague en 2009. Et de 2010 à 2018, nous avons voyagé dans le monde entier avec une équipe de photographes pour rencontrer des citoyens qui avaient déjà commencé à travailler, à œuvrer pour le climat, donc à trouver des solutions pour réduire leurs rejets, leurs émissions de carbone. Et ces citoyens et citoyennes du monde avaient le rôle d'inspirateurs, avaient des solutions qui étaient faciles à imiter, qui peuvent être étendues à plus vaste échelle et qui peuvent couvrir les différents aspects des émissions de carbone identifiées par le GIEC. Donc, l'ensemble du projet devait fournir des photographies et des vidéos documentaires au fil de toutes ces années. Nous avons aussi écrit des articles. Il y a un livre qui a été publié pour raconter l'histoire de tous ces citoyens, héros du climat, pour inciter les autres à se lancer et à faire la même chose, à se jeter à l'eau en quelque sorte. Mais c'est très bien. Pour une petite introduction, d'accord. Et maintenant, nous allons nous plonger dans notre première série d'exemples, donc sur les solutions basées sur la nature. Vous avez mentionné le GIEC, et c'est très bien parce que ce matin, nous avions un représentant du GIEC ici, mais aussi de l'IPBES et du WWF, et qui ont insisté sur le besoin d'avoir des actions de plus grande ampleur et accélérées
pour le climat et la biodiversité. Elles ont évoqué les solutions basées sur la nature comme un moyen très important d'avancer. Donc, James, vous pouvez peut-être nous expliquer ce que sont les NBS? Alors, les solutions basées sur la nature, les NBS, sont des activités qui préservent, protègent ou restaurent des habitats naturels ou modifiés, anthropisés, de manière à permettre de relever les défis qui se posent pour notre société en termes d'adaptation et qui sont un concept clé. Et c'est que pour les NBS, c'est qu'elles doivent avoir des effets positifs sur le bien-être humain et sur la biodiversité. Moi, c'est vraiment très rapidement la description des NBS. Alors, on entend parfois parler de solutions naturelles pour le climat, les Natural Climate Solutions, mais en fait, ce sont des solutions basées sur la nature qui sont déployées dans l'objectif principal d'atténuer le changement climatique ou de s'y adapter. Par exemple, éviter la déforestation, planter des arbres ou restaurer des mangroves. Et il y a d'autres éléments importants dont il faut tenir compte ici, c'est-à-dire des solutions dérivées de la nature et des solutions qui s'inspirent de la nature. Elles sont un peu différentes des premières, mais elles sont importantes aussi quand on pense à la gestion des défis auxquels nous sommes confrontés. Par exemple, une solution inspirée par la nature, eh bien, vous savez, beaucoup de pare-brises de voitures ont maintenant une toute petite couche hydrophobe, donc de produits chimiques qui empêchent l'eau de s'accumuler, comme ça l'eau glisse sur le pare-brise. Et ça, c'est une technologie qui a été développée après avoir étudié de manière très détaillée la surface des feuilles. Merci beaucoup, James. Vous avez mentionné la déforestation, la gestion forestière. Vous, Maxime, avez-vous des exemples sur ces concepts? Oui, bien sûr. Et il y a un exemple bien précis, et c'est au début d'ailleurs de notre projet Héros du climat. Donc, nous avons rencontré des forestiers illégaux à Sumatra qui s'étaient reconvertis à la gestion forestière durable, ou plutôt plus précisément à l'agroforesterie, c'est-à-dire qu'on fait pousser des récoltes sous les arbres, sous le couvert arboré. Et c'était des immigrants qui avaient été envoyés à Sumatra pour peupler l'île. Ils n'étaient pas au courant du changement climatique au départ, mais ils se sont rendus compte que c'était bien pour protéger la forêt des feux. Cela leur a permis de s'installer, de produire du café bio et puis d'avoir une vie communautaire, d'envoyer leurs enfants à l'école, de pouvoir produire de l'électricité. Un autre exemple du Cambodge, c'est aussi un pays qui a souffert d'une énorme déforestation par rapport aux essences exotiques. Et il y a une communauté de moines là-bas qui protègent une forêt de leurs propres mains, en quelque sorte. Vous savez, ce sont des moines qui ont leur habit de moine et puis qui protègent la forêt pour la planète, pour la chute des pluies, pour la nourriture que l'on peut tirer de la forêt à condition de la respecter et de ne pas l'exploiter, la surexploiter. Ils ont énormément de succès. Ils ont pu protéger une zone de la taille de la forêt de Fontainebleau, c'est-à-dire une vingtaine de milliers d'hectares au Cambodge, rien que par la force de leurs mains. Ces gens sont vraiment attachés à leurs racines, je suppose. Quand on voit comme ils restaurent et protègent la nature autour d'eux, je me demande comment gèrent-ils les événements climatiques tels que les incendies, les sécheresses ou les inondations. Eh bien, si la forêt n'est pas trop déforestée, les incendies ne seront pas si difficiles à contrôler. En fait, le fait d'avoir du bois sec exposé au soleil, c'est-à-dire si on perd le couvert forestier, la canopée, eh bien, cela entraîne une fragilité accrue des écosystèmes. Par conséquent, maintenir un écosystème en bonne santé, en prendre soin, l'entretenir, ça ne veut pas dire qu'on va le laisser complètement à lui-même, à l'abandon. Mais en tout cas, il y a une manière de bien l'entretenir, d'en prendre soin, de vivre en symbiose avec. Et je pense que vous avez aussi un héros qui construit des glaciers artificiels. Oui, tout à fait. Pour la phase d'adaptation, par exemple, cet été, j'ai vu les grands incendies de forêt en Californie. Et là aussi, c'est un problème. Comment s'adapter à des méga incendies récurrents compte tenu de la sécheresse, de la chaleur. Tout brûle tous les ans et les gens doivent déménager en partie. Et dans
l'Himalaya, il y a un ancien ingénieur de génie civil qui construit des barrages spéciaux pour conserver l'eau des glaciers. Le problème, c'est que l'eau des glaciers les glaciers reculent et l'eau n'arrive pas suffisamment aux cultures. Il construit des barrages, des suites de barrages en s'inspirant des connaissances des villageois locaux, et l'eau qui coule du glacier qui fond va couler lentement sur le côté à l'ombre de la montagne. L'eau va se transformer en glace et on a des plaques de glace qui vont fondre plus tard dans l'année, plus près du village, et les agriculteurs auront plus d'eau au fil de l'année pour arroser leur culture, et maintenant ils peuvent même planter davantage de plantes qu'auparavant, et cela soutient la vie dans les villages, et ça c'est une chose utile. C'est très intéressant. Irène, à Kuridabad, qu'est-ce que alors des solutions basées sur la nature dans la ville, ça ressemble à quoi? Eh bien, si l'on prend une optique plus large, plus vaste, avec ces solutions basées sur la nature, la ville est plus verte et plus colorée, et il fait bon y vivre. Mais de manière plus spécifique, nous avons des exemples. Nous avons en effet donc nos corridors à pollinisateurs. Il est très important de connecter les espaces verts dans toute la ville. Et les pollinisateurs sont très importants pour nous parce qu'ils se chargent, ils nous fournissent un service écosystémique dont nous avons besoin. Et les corridors à pollinisateurs, nous avons commencé à les renforcer avec ce que nous appelons les trottoirs doux, les sweet sidewalks. Et en fait, c'est que nous avons remodelé les trottoirs qui étaient 100% infrastructure grise, c'est-à-dire bétonnées. Et nous avons commencé à planter des espèces autochtones qui attirent les pollinisateurs et qui les nourrissent. Et c'est très intéressant, car les citoyens se sont mis à participer. Nous fonctionnons en vertu de la demande, c'est-à-dire que les administrés demandent à avoir leur propre trottoir doux ou sucré, et la municipalité fait construire ce trottoir doux, et tout le monde participe, les grands-parents, les mamans, les enfants et même les chats et les chiens. Tout le monde est là. Tout le monde met la main à la pâte et c'est très intéressant. Et puis, nous avons aussi d'autres exemples, tels que notre programme de compostage. Nous avons distribué de nombreux bacs à compost aux citoyens. Alors, ces bacs à compost sont très demandés. Et tous les jours, les gens réclament, de nouvelles personnes réclament leur bac à compost, et c'est très important. Nous voulons améliorer la vie des vers de terre à Kuridabad, et si on a des bons vers de terre en bonne santé, le sol sera bien entretenu. Le sol, c'est une ressource qui n'était pas considérée comme importante jusqu'ici pour les villes. Mais ce que nous avons fait, en fait, nous nous sommes rendus compte de l'importance des sols pour la ville, les villes, et pour les processus du vivant dans la ville, pour fixer le carbone. Et puis le sol contient les nutriments que nous mangeons par l'intermédiaire des plantes. En fait, nous sensibilisons beaucoup les administrés à l'importance des sols et de la conservation des sols et des terres. Il faut avoir des sols en bonne santé dans la ville. Est-ce que vous mesurez les impacts de vos actions, donc de ces biocorridors ou d'autres actions que vous menez sur différents compartiments? Oui. En fait, le cadre de la ville douce comporte 5 dimensions. Et nous avons décidé que nous voulions améliorer 7 expériences différentes en l'espace de 5 ans, et c'est la durée et la base de notre plan stratégique municipal au Costa Rica. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais nous avons voulu prioriser 7 aspects
dans les 5 dimensions envisagées. Nous voulons mesurer nos impacts en termes de biodiversité, car c'est très important pour nous, c'est le plus important. Donc, nous avons développé des indicateurs de biodiversité qui sont les premiers indicateurs de biodiversité d'Amérique latine dans les villes, donc basés sur un contexte urbain. Et puis, nous mesurons en fait la flore et la faune, ou l'augmentation de la flore et de la faune dans la ville. Nous mesurons la qualité de l'air également dans la ville, ainsi que d'autres paramètres. En fait, il y a des indicateurs qui ont été faits spécifiquement pour Curridabat et qui conviennent bien pour des petites villes qui sont basées sur les ressources naturelles. Maxime, avez-vous perçu des changements dans d'autres villes peut-être ou d'autres actions qui sont menées, pas forcément pour la nature, mais est-ce que vous avez constaté un mouvement qui se produisait dans les villes? Cela dépend d'où les gens vivent. En fonction de cela, ils vont s'organiser différemment. Les gens que j'ai rencontrés pendant le projet, par exemple au Danemark, des gens se sont organisés pour organiser leurs propres sources d'énergie renouvelable, alors que dans d'autres endroits, comme en Afrique, on va plutôt faire du recyclage. Cela dépend un peu de la partie du monde qui vous intéresse. Et là, je pourrais vous en parler. Ça dépend aussi de l'origine des gens. Eh bien, je suppose que c'est toujours une question de s'approprier les choses. Comment ça commence en général? Il n'y a pas de recette parfaite ou standard parce que les contextes sont tous différents. Et c'est ça justement qui fait l'avantage de montrer des citoyens, des personnes différentes ou différents, quel que soit leur métier, leurs origines. Ils ont leur manière de trouver des solutions. Et quand on commence à se pencher là-dessus, à s'y intéresser, eh bien, on réfléchit à la manière dont on veut avoir un effet et on va trouver des idées en fonction de sa propre situation. Êtes-vous d'accord avec cela, Irène? Trouvez-vous que ce n'est peut-être pas si facile que cela pour une autre ville de reproduire votre approche, mais est-ce que c'est faisable quand même? Ah, vous voulez dire de reproduire notre approche? Ce serait faisable? Oui, je pense que c'est faisable. Mais je pense qu'il est très important d'avoir une approche en fonction des attributs de la ville, des conditions locales, territoriales, géographiques. Et je crois que nous pouvons, tout le monde, en fait, peut se poser la même question. Comment est-ce que je peux apporter de la valeur à la planète plutôt que de lui en prendre, de lui en dérober? Et il y a différentes réponses possibles à cette question. Et donc, n'est pas obligé d'avoir la ville douce dans toutes les villes. Il faut répondre de la manière la plus authentique que possible à cette question. Moi, je dirais que pour nous, c'est bon, c'est la bonne manière. Eh bien, James, je me demande, avec toutes ces solutions ou idées, qu'est-ce que vous en pensez et comment est-ce qu'elles sont reliées à vos travaux par rapport au World Business Council? Eh bien, le point fondamental, c'est qu'il y aura de plus en plus de ces solutions à l'avenir. Et nous avons souligné que nous étions en plein milieu d'une crise climatique et puis les NDC, pour un objectif à plus de 2 degrés de réchauffement. Et puis, on a un défi au niveau de la biodiversité qui est aussi fort que celui du climat. Et n'oublions pas les millions de personnes qui sont pauvres, la pauvreté dans le monde. Et au WBCSD, c'est qu'on travaille avec des entreprises pour les aider à investir de l'argent dans des projets qui sont basés sur des solutions de haute qualité basées sur la nature. Et l'un des grands mécanismes que nous avons actuellement pour déployer des fonds, de l'argent dont on a un grand besoin, parce que
l'argent dépensé pour la conservation de la nature représente un centième de ce qu'il faudrait. Et donc, avec les engagements d'entreprises en faveur du climat, il y a beaucoup de sociétés présentes ici qui visent à être neutres en carbone ou qui visent le net zéro et qui veulent réduire leur rejet de gaz à effet de serre et qui veulent compenser les émissions qu'elles continuent à produire en permettant d'éviter des émissions ailleurs, par exemple à partir de solutions basées sur la nature. Et ces solutions basées sur la nature vont renforcer la capacité ou ont le potentiel de contribuer à un tiers, c'est-à-dire 30% de l'atténuation du changement climatique qu'il nous faudra d'ici 2030. Il y a beaucoup d'entreprises qui s'engagent. Il y a un mécanisme qui permet maintenant d'orienter les investissements dont on a vraiment besoin pour ces objectifs durables. Et c'est ce que je fais dans mon travail et c'est vraiment passionnant, c'est de faire monter ces systèmes de solutions basées sur la nature en ampleur et en échelle. Eh bien, l'un des principaux problèmes que nous avons pour monter en puissance ces solutions, eh bien, donc, on peut financer des solutions avec le marché du carbone, les engagements climat, mais il faut établir une base de confiance, créer la confiance dans le système. On parle de durabilité partout dans les journaux, mais on parle aussi de greenwashing, d'éco-blanchiment. Donc, il faut vraiment éviter de prêter le flanc à de telles critiques ou accusations. Donc, en tant que société, compagnie, entreprise, si vous souhaitez investir dans la transition vers un monde meilleur dans lequel nous voulons vivre, il faut que vous ayez une stratégie climat qui soit robuste et qui ait vraiment des objectifs ambitieux de réduction d'émissions et qui soit cohérente avec les accords de Paris, c'est-à-dire qui vise à 45% de réduction des émissions d'ici 2030. Et puis, il faut surveiller, monitorer, mesurer les émissions émanant de vos activités. Nous fournissons des conseils aux entreprises pour leur permettre d'incorporer les NBS dans leur stratégie. Et nous voulons aussi construire la confiance dans le système vis-à-vis des organisations de la société civile. Et il ne faut pas croire que ça va être la carte qui permet de sortir de prison comme au Monopoly si on investit dans le développement durable, mais vraiment que c'est un engagement vraiment sérieux et qu'il y a des plans d'action robustes menés au niveau corporate. Et encore une autre chose, il ne faut pas seulement avoir la confiance dans ce que font les entreprises, il faut aussi avoir la confiance dans les solutions développées sur le terrain. On discutera peut-être plus tard de réussite, mais il est absolument nécessaire de veiller à avoir des systèmes robustes et des standards, des normes robustes en place, parce que quand les sociétés, les entreprises investissent dans de telles solutions, il faut qu'elles soient certaines d'avoir un produit qui a vraiment fourni des résultats réels sur le terrain et qui est accepté par les communautés locales et qui a des impacts vérifiés avec un résultat positif pour la nature, etc. Donc, ce sont les deux aspects du côté demande, c'est-à-dire les sociétés, les entreprises qui investissent dans la nature, mais aussi comment nous développons, comment nous déployons ces projets. Et là, c'est mon travail. Et j'ajouterai à cela que c'est la bonne manière de procéder, d'avancer. La nature ne va pas se réparer d'elle-même si nous continuons à lui infliger ce que nous lui infligeons. Donc, il ne faut pas seulement des solutions basées sur la nature, il faut des solutions basées sur la mentalité humaine. Il faut concevoir les produits différemment. Et par rapport aux besoins, il faut les réévaluer. Et il n'y a pas la baguette magique, la nature est merveilleuse. C'est quand même nous qui sommes la cause de tout cela, absolument. Merci beaucoup. Et ce sera la fin de notre première série de questions. Et maintenant, nous allons considérer la relation entre la nature et le bien-être humain. La pandémie de COVID-19 nous a fait nous rendre compte que l'humanité, l'économie, la nature appartenaient toutes à la même biosphère. Je crois que cela a déjà été évoqué.
Mais je me demandais justement, Irène, comment tenez-vous compte de cela quand vous devez trouver l'équilibre entre le financement des abeilles et le financement de la qualité de l'eau dans une ville qui est encore en développement? Ce sont différents types de bien-être, dirais-je. Faites-vous... Alors, quand on commence à travailler sur la biodiversité comme inspiration pour les actions que vous menez dans la ville, eh bien, toutes les choses vont trouver leur équilibre. Et je me souviens, c'est une histoire vraie, d'il y a longtemps, quand nous avons commencé à parler aux conseils locaux, aux conseils municipaux, aux politiques, en disant qu'il fallait ramener les abeilles autochtones et les pollinisateurs dans les villes, mais ils ne nous ont pas pris au sérieux. Ils ont posé des questions et je me souviens d'une question bien spécifique. Un des membres du conseil municipal a dit: comment pouvez-vous ou comment est-il possible de parler des abeilles alors que nous avons encore certaines parties de la population qui n'ont pas accès à de l'eau potable? Eh bien, oui. Alors, il y a une réponse évidente pour beaucoup de gens comme nous, mais pas pour le citoyen lambda en général. Et nous avons dû travailler d'arrache-pied pour fournir la preuve de l'interconnexion de tout dans les écosystèmes. Et nous avons pu leur fournir la preuve de ces corrélations et expliquer que les efforts que nous menions avaient des effets directs sur les problèmes qu'il convient de résoudre dans la ville. Je pense que ce que nous avons appris était de travailler dans le cadre d'une approche systémique où tout est interconnecté, tout est relié, et c'était une expérience formidable. En fait, la plupart des indicateurs directs liés à la mesure du bien-être et du bonheur sont liés au lien à la nature et à ces solutions basées sur la nature et aussi au vécu de ces projets dans la ville, le fait d'être proche de la nature. Est-ce que vous avez des héros du climat qui partagent cette philosophie, Maxime? Eh bien, pratiquement tous les groupes de personnes que j'ai rencontrés avaient fait plus ou moins la même découverte. Si vous pensez aux habitants de cette île à Samsu, qui ont investi tout leur argent pour passer à 100% d'électricité renouvelable, ou pensez aux ambassadeurs de la permaculture en France qui ont prouvé dans une ferme qu'ils pouvaient avoir beaucoup plus de production tout en recréant de la biodiversité et en améliorant la fertilité du sol. Et en fait, le processus était toujours le même. On se rapproche des éléments de la nature. On ne peut pas. Il faut comprendre qu'il ne faut pas lancer la machine à laver parce qu'il n'y a pas de vent ou la turbine dans l'éolien dans votre jardin ne tourne pas. Ben, vous attendez. Et puis il y a aussi dans les jardins des agents fertilisants, des insectes, aussi les vers de terre qui aèrent la terre, qui la font bouger et qui fournissent bien plus de services écosystémiques que ce que nous pouvons faire en cultivant la terre à la main. Et il faut changer de focus. Il ne faut pas se voir en tant qu'être humain au-dessus de la pyramide. C'est ce qu'on nous a enseigné pendant des années ou même des siècles. C'est ce que disaient les philosophes, les romantiques. Et il faut plutôt se dire que nous sommes partis de l'univers naturel de la nature et c'est ce que j'aimerais souligner, mais c'est étonnant. Et James, vous allez avoir une question difficile maintenant. Comment est-ce que les entreprises et les politiques
voient cette vision intégrée. Comme l'a souligné Maxime, les humains sont partie des systèmes naturels de manière inextricable. Nous sommes tributaires de la nature pour énormément de services écosystémiques, l'alimentation, la pollinisation, l'eau douce, les effets de filtre, l'eau de pluie, le contrôle des maladies, des agents pathogènes, etc. Bien sûr, c'est évident. Dans la situation où nous sommes actuellement, où il y a une forte dégradation qui s'accélère de la nature, cela aura des impacts massifs sur la santé humaine. Et n'oublions pas non plus que ces effets ont été exacerbés par le changement climatique. Si on pense à l'alimentation, il y a de plus en plus d'événements climatiques ou météorologiques extrêmes, donc des sécheresses, des pénuries d'eau, et cela entraîne une pénurie alimentaire et cela a des impacts massifs sur la santé humaine. Et je crois que les politiques et les entreprises commencent à comprendre ces problématiques, ces approches, et au WBCSD, nous souhaitons que les entreprises intègrent des stratégies en faveur de la santé, de la nature, de la biodiversité dans le cadre d'une stratégie holistique parce qu'on avait une pensée plutôt en silo, comme l'a fait remarquer Irène. Et il y a de bons exemples de sociétés qui ont vraiment commencé à devenir pionnières en la matière. Et si l'on parle donc de la santé humaine, GlaxoSmithKline, GSK, qui a commencé à investir dans la nature et même dans des projets qui évitent la déforestation dans les tropiques. Donc, il y a vraiment un message qu'il faut faire passer. Nous devons prendre soin de notre patrimoine biologique commun et cela, les entreprises en prennent conscience. Le message est arrivé. Et puis, il y a d'autres exemples. Par exemple, à Irène avec la ville douce. Du point de vue des politiques aussi, je pense qu'il y a des évolutions dans ce sens au Royaume-Uni également, parce qu'on comprend mieux le lien entre la nature et la santé. Il y a même des médecins qui vous prescrivent une promenade en forêt. Oui, on vous prescrit 1 heure passée dans un jardin collectif communautaire comme traitement pour des problèmes de santé mentale, mais aussi de santé physique. Et c'est un bon exemple de la manière dont nous commençons à mieux reconnaître les liens qui existent entre la santé et la nature et ce que nous pouvons faire à l'avenir. Ce n'est pas une plaisanterie. Vous savez, dans une caméra, il y a des capteurs, et il y a 2 fois plus de capteurs verts que des rouges et des verts. Pourquoi? Parce que l'espèce humaine est née dans les forêts. Notre œil est plus sensible au vert, est habitué à voir le vert. Et quand on est dans la nature, on se sent mieux, plus détendu. Ça a été prouvé. Alors, du point de vue artistique, c'est vraiment sympathique. Et puis, sur le même sujet, il y a des leaders qui parlent de vision positive ou nature positive. Et je me demande quelle est la viabilité financière de cette transition. Eh bien, pour répondre à cette question, je vais revenir à quelque chose que tu as dit précédemment. Donc, le changement de mentalité. Et le OWBC, nous voulons que d'ici 2015, il y aura 9 milliards de personnes sur la planète d'ici 2050. Nous voudrions qu'ils soient aussi heureux que possible et en aussi bonne santé que possible. Pour cela, il faut changer de mentalité au niveau des entreprises et ailleurs. Et c'est vraiment un facteur clé, c'est-à-dire que nous devons veiller dans le système économique dont nous faisons partie actuellement, de créer de la véritable valeur, pas seulement de la création de valeur financière, de la création de valeur dans son ensemble. Et nous sommes en train de travailler sur les mentalités pour les axer sur la résilience. Et puis, il faut développer le capital non seulement financier, mais aussi le capital social. Ce qui veut dire que pour atteindre ces objectifs, il faut voir comment.
pour avoir une véritable valeur qui soit créée. Eh bien, l'une des raisons pour lesquelles nous sommes dans la situation dans laquelle nous sommes, c'est que les services écosystémiques de la nature, nous les prenions comme quelque chose de tout naturel, gratuit, qui allait de soi. Nous n'avons jamais reconnu la valeur qu'ils avaient pour nous. Et plus nous tenons compte de ce capital naturel, de ces systèmes de patrimoine naturel dans nos systèmes actuels de financement et de prise de décision en matière d'investissement, eh bien mieux ce sera et cela nous permettra d'arriver plus rapidement vers ce que nous voulons avoir, c'est-à-dire que les sociétés essaient d'avoir un triple bilan, c'est-à-dire un retour sur investissement, mais aussi en termes sociaux et environnementaux, pas seulement financiers. J'ai déjà mentionné, si les entreprises continuent à fonctionner comme elles fonctionnent maintenant, on va dépasser les 2 degrés de réchauffement climatique. Par conséquent, il faut nous dire que nous intégrons de grands impacts dans nos économies et dans nos secteurs industriels. Les impacts du changement climatique ne seront pas évités, même si nous réalisons les objectifs des accords de Paris. Nous ressentirons les impacts du changement climatique et par conséquent, les entreprises doivent commencer à comprendre quelles sont les interactions avec la nature. Elles devraient pouvoir les évaluer, suivre leur progrès dans la réduction des impacts négatifs sur la nature. Et la prochaine évolution peut être un changement de mentalité qui soit plus axé sur la récupération, la guérison de la nature. Eh bien, si nous connaissons mieux les impacts de la nature, sur la nature, nous pouvons les mesurer, les réduire, et puis nous pouvons remédier à des problèmes dans la nature là où nous souhaitons améliorer la situation. Et là, je pense qu'il y a de l'intérêt des entreprises maintenant pour ces aspects. Mais il y a des défis. Maxime, avez-vous des exemples? Est-ce qu'on peut être rentable et durable en même temps? Oui, absolument. Par exemple, dans la production alimentaire, la permaculture ou l'aquaculture. Je vais commencer par la permaculture. Il y a un couple de gruyers en France qui ont prouvé que la productivité de leur ferme de 1000 mètres carrés, ce n'est pas beaucoup, mais c'était la surface de test, d'essai. Eh bien, ils ont prouvé qu'ils pouvaient générer 56 000 € de légumes par an, sans combustible fossile, sans machine, juste en travaillant à la main et en comprenant les interactions entre les plantes entre elles et l'environnement et en sachant bien faire pousser des légumes. Et c'est la même chose pour l'agriculture. Cela peut l'aquaculture, vous pouvez faire pousser du kelp, qui est une algue qui va fixer beaucoup plus de carbone que les plantes terrestres. Et puis, on peut également produire des huîtres et des moules, et générer des revenus, les vendre à des restaurants. Et les gens pourront manger, au lieu de manger du poisson, vous mangez l'algue que mange le poisson. Donc, c'est bien mieux pour la nature et finalement, c'est un modèle viable. Et par exemple, on peut appliquer ces modèles dans la manière dont on construit sa maison, dont on économise l'énergie, dont on utilise moins d'eau. Il y a ce charpentier au Canada qui est dans la neige pour 5 mois par an et qui ne consomme pas plus d'énergie qu'un ménage vivant en Europe et qui ne consomme pas plus d'eau qu'un foyer africain. Donc, cela a des avantages économiques pour le citoyen concerné, mais cela peut porter aussi ou s'appliquer aux entreprises. Et récemment, vous avez dressé le portrait d'une société luxembourgeoise. Vous pouvez raconter l'histoire? Oui, la nouvelle recrue, c'est une petite société du Luxembourg qui produit du cidre.
Et donc, pour Ramborn, eh bien, ils font un produit qui est vraiment valable. Alors, les fruits, les légumes ont perdu tant de leur valeur nutritionnelle du fait de l'agriculture conventionnelle, de la manière dont ils sont produits dans le monde. Autrefois, dans une tomate, il y avait beaucoup de calories, de vitamines. Et maintenant, ce n'est plus que le 10e qu'on trouve dans une tomate. Donc, si l'on choisit des variétés de fruits anciennes, elles ont davantage de goût, ça on s'en doute, mais cela vous fournit aussi des éléments nutritionnels qui sont importants. Même chose pour le couvert forestier. Et vous savez, les arbres qui disparaissent partout dans le monde, c'est un grand problème. Mais si vous préservez les arbres, par exemple dans les vergers, et vous les utilisez pour recréer de la biodiversité en même temps, c'est une solution triple gagnant, dirais-je. Merci. Et cela m'amène à la dernière question. Donc, casser la pensée en silos, penser de manière holistique et aussi casser les silos entre les différents acteurs de la société. Alors, Irène, comment est-ce que vous intégrez, associez les citoyens de Curridabat à vos décisions? Eh bien, nous, depuis le début, nous voulons changer le vécu des administrés de la ville et pour cela, nous avons mis en place des outils participatifs divers. Il y a un projet qui s'appelle Espace de douceur et les gens d'un voisinage, on leur donne des outils pour concevoir l'économie urbaine et imaginer le quartier dans lequel ils veulent vivre. Et puis, nous concevons ces quartiers avec les administrés. Mais j'aimerais évoquer l'un des projets les plus importants et réussis que nous avons menés en termes de participation. Ce sont les jardins urbains. Et les jardins urbains sont un excellent exemple de la manière dont un projet peut permettre de réaliser diverses choses dans le cadre d'une approche holistique. Donc, c'est très inspiré de la permaculture mentionnée par l'autre intervenant. Et ces endroits ne permettent pas seulement de produire des légumes, des salades, des plantes aromatiques, mais ils permettent de créer du lien social au sein de la communauté. Et c'est vraiment, ça permet d'avoir des expériences et du vécu. Les personnes vont faire un peu d'exercice physique et c'est très important pour la santé et le bonheur humain. Le fait de faire de l'exercice physique et d'être conscient de sa forme. Et nous avons aussi le travail avec les vers de terre, la régénération des sols. Nous travaillons aussi en termes de la coexistence, qui est une dimension très importante. Et puis aussi, il y a une expérience que nous voulons améliorer, c'est l'alimentation saine et consciente, qui est un facteur direct de bien-être et de bonheur, car la manière dont vous mangez a une grande influence. Nous sommes ce que nous mangeons, dit-on. C'est ce que disent les scientifiques et ça a été prouvé. Et puis, nous créons aussi du contact avec la nature et c'est un facteur direct de bien-être et de bonheur. Nous améliorons la qualité des relations entre les administrés, du relationnel et c'est aussi un facteur direct ou indirect de bien-être et de bonheur. Nous travaillons de manière holistique, c'est-à-dire que nous embrassons de nombreuses perspectives. Et pour la santé mentale, c'est une bonne approche aussi. Et quand les citoyens vont dans les jardins urbains ou communautaires, c'est juste pour trouver quelqu'un à qui parler, mais aussi pour manger des légumes qu'ils ont plantés ou des plantes aromatiques. Mais il y en a qui y vont seulement pour avoir du lien social, pour faire partie de quelque chose ou pour faire un petit peu d'exercice physique, avoir du mouvement. Donc, c'est un excellent exemple de solution basée sur la nature au sein de notre projet. Merci, Irène. James, les communautés locales jouent un rôle clé dans la réussite des projets. Mais oui, absolument. Si vous regardez la mise en œuvre des solutions basées sur la nature, eh bien, ça se produit. La nature, elle est toujours à un endroit précis, à un moment précis.
Et les humains dans le monde entier doivent veiller, enfin, il faut veiller à ce que les communautés locales soient prises en compte dans les projets de développement. Si vous développez un projet basé sur la nature, eh bien, si vous voulez qu'il réussisse, il faut qu'il réponde aux besoins de la communauté locale maintenant et à l'avenir. Et il faut aussi que la communauté locale ait son mot à dire dans la manière dont le projet est mené et développé. Et si on n'intègre pas le point de vue des communautés locales dans le cycle du développement de projet ou du déploiement de projet, vous courez le risque qu'il y ait des conflits qui émergent et de développer une solution qui ne sera pas optimale par rapport aux problèmes que vous souhaitez traiter. Je réfléchis pour un exemple. Il y a par exemple beaucoup de solutions basées sur la nature qui sont basées sur la conservation de la forêt et l'évitement de la déforestation. Mais un projet réussi, ce n'est pas un projet dans lequel on investit énormément d'argent pour former beaucoup de gardes forestiers qui vont passer des années à patrouiller dans la forêt et empêcher les gens d'y entrer. Un projet réussi, ce sera plus probablement un projet qui est co-construit avec la collectivité, qui identifie les besoins, qui tiennent compte des problèmes qui entraînent la déforestation, la pauvreté, le manque de terres agricoles, le manque d'éducation et d'autres modèles économiques ou d'autres moyens de gagner leur vie pour ces personnes, pour ces collectivités et communautés. Donc, la meilleure manière de réaliser un projet là, eh bien, ce n'est pas d'avoir de la conservation de type mise sous cloche ou forteresse, mais plutôt de voir comment on peut développer des systèmes plus productifs en termes d'agriculture, passer à des systèmes agroforestiers où l'on peut faire pousser plusieurs cultures en même temps qui sont plus résilients par rapport au changement climatique, aux sécheresses. Je dirais que cela fournit aussi beaucoup de sources de revenus. On peut vendre du bois, on peut vendre des aliments, on peut avoir une culture vivrière et l'autosubsistance. Et un exemple que j'ai trouvé intéressant, c'est que l'un des facteurs majeurs de perte de nature, c'est qu'on considère que l'accès aux services financiers, on le trouve tout normal, mais en fait, dans beaucoup de pays du monde, les gens n'ont pas accès à un crédit, ne peuvent pas investir dans leur avenir ou dans celui de leurs enfants, dans leur éducation. Et donc, si on fournit ce type de services qui permettent de construire le capital social des communautés locales, cela leur permet de prendre leur propre vie en main, leur propre avenir en main, et cela fait vraiment changer les choses en termes de dégradation de l'environnement. Oui, ce sont les problèmes critiques, les leviers, si vous voulez. Ce n'est pas les problèmes biologiques. Bon, il faut bien sûr associer les communautés, les faire s'engager, ou pour cela, il faut combattre, lutter contre les problèmes auxquels elles sont confrontées. Je ne pourrais pas être plus d'accord. Merci beaucoup. Maxime, avez-vous un exemple de best practice, de bonne pratique? Cela a été montré, donc, et en fait, dans tout le spectre de ce qu'on peut faire au niveau des prises de décision, eh bien, pour répondre aux problèmes, la ville douce, Irène, c'est un superbe exemple de réussite. Et ces mouvements des villes pour le climat, les maires qui disent nous nous moquons de ce qui se passe dans le reste du monde, nous allons agir, nous. Eh bien, tout ce qui peut permettre d'impliquer les citoyens et comprendre leurs besoins, c'est vraiment important. Je vois l'exemple des forestiers illégaux à Sumatra. Le village était un village de forestiers illégaux au départ et avant qu'ils deviennent donc la personne, le héros du climat est devenu secrétaire du village et maintenant on produit du café dans ce village. C'est l'un des principaux producteurs de café d'Indonésie. Ils ont lutté contre la déforestation. Ils ont compris de quoi on avait besoin sur le terrain. Et si les gens évoluent comme cette personne qui est passée de forestier illégal à gestionnaire d'une communauté durable, ou cette femme en Afrique encore qui recycle du plastique et qui a mené 11 000 personnes à recycler du plastique et à en faire un moyen de gagner leur vie. Donc, elle ramasse des sacs en plastique, des déchets, alors elle les met en briquettes pour la cuisson des aliments, entre autres. Elle s'est demandé, cette personne, ce qui
qui se passait mal et qu'est-ce qui n'est pas sain chez moi ou chez mes voisins. Si la maison de vos voisins n'est pas saine, la vôtre ne le sera pas non plus. Et si le village est très rapproché ou les liens sont rapprochés, c'est encore bien plus vrai. Donc, elle a commencé à observer les choses et en fait, les gens ont beaucoup d'aptitudes, de capacités. Elles se sont investies dans des projets et c'était le meilleur moyen de réussir. Excellent. Pendant que vous parliez, j'ai regardé si notre public sur Internet avait des questions. Il y a des gens qui souhaiteraient savoir si vous allez continuer à explorer le monde pour rencontrer de nouveaux héros du climat ou quel est le prochain projet. Deux choses. Vous savez, il faut toujours faire beaucoup de choses en même temps. Alors, pour le climat, précisément le climat, à un moment, c'était un peu nouveau. On a découvert ça dans les années 2009-2010, quand ça avait commencé à faire la une des journaux. Mais maintenant, on sait pertinemment qu'il y a un problème climatique. Ça fait partie des choses dont on est vraiment conscient. Il faut faire quelque chose de plus mondial, mais il faut aussi adapter son mode de vie, voir comment on consomme, comment on produit. C'est aussi une question de productivité. Il faut avoir vraiment un changement de mentalité. Et maintenant, je travaille sur des projets qui s'attaquent au fait de ne pas accepter de limites dans ce que nous faisons. Par exemple, le projet Mega Fire, donc sur les méga incendies sur lequel je travaille depuis 2 ans en Californie. Eh bien, cela étude la raison pourquoi les gens veulent retourner chez eux alors que ça brûle tous les ans. C'est plutôt une introspection philosophique sur la manière dont nous nous comportons en tant que groupe. Pourquoi est-ce que nous voulons vivre dans de tels endroits? Est-ce que nous pouvons nous permettre aussi d'aller habiter ailleurs? Et sinon, pourquoi? Et puis, pour les héros du climat, en fait, j'aimerais qu'il y ait une démonstration au niveau régional européen, peut-être, par exemple, des leviers les plus puissants pour faire changer les choses. Vous savez, en fonction des régions, on n'a pas les mêmes bases économiques, on n'a pas les mêmes moyens d'affecter l'environnement. Donc, l'idée, c'est d'avoir peut-être un chapitre qui soit en fonction de chaque partie du monde. James, très rapidement, peut-être. Quelqu'un a demandé si, en tant qu'individu, on peut trouver des solutions. Vous avez peut-être, vous, votre solution basée sur la nature que vous appliquez, mais oui, il y a d'excellents exemples d'individus de particuliers qui appliquent des solutions basées nature. Il y a eu un mouvement un peu underground de réensauvager l'environnement local en Suisse et au Royaume-Uni. Donc, il y avait des ronds-points qui étaient complètement stériles. Vous savez, on fauchait une fois par mois. Il n'y avait aucune biodiversité. Eh bien, des gens qui vont prendre les choses en main et qui se disent, on va faire une micro-forêt là. Et c'est très important. On l'a entendu pour la santé humaine, pour le bien-être psychologique et humain. La nature a un effet calmant quand on est particulièrement angoissé et cela permet à régler des problèmes de santé chroniques. Et il y a des opportunités de faire cela. Alors, il y a des espaces urbains qui étaient un peu abandonnés, qui peuvent être utilisés pour recréer du capital, du patrimoine naturel, des petites forêts, mais aussi les jardins communautaires. On a vu que c'était important aussi pour créer du lien social. Mais ce qui me passionne vraiment, c'est les opportunités qu'il y a pour les solutions basées sur la nature en milieu urbain. Eh bien, c'est de recréer le lien avec la nature. Parce que le fait est qu'on a nié les liens avec la nature auparavant et toute petite occasion, aussi petite qu'elle soit, devrait être prise. Alors, le retour à la nature, ce serait votre devise? Et puis, Irène, j'ai une dernière question pour vous, une petite et facile. Les abeilles ou les arbres? Alors, si vous deviez choisir, les abeilles ou les arbres? Je ne peux pas choisir. En fait, il n'y a pas d'arbre sans abeilles et vice-versa. Ils ne vont pas l'un sans l'autre, ils sont complètement interconnectés. Donc les deux. Eh bien, merci.
Et maintenant, je vais clore cette table ronde. Irène, James et Maxime, merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui. Personnellement, j'ai trouvé qu'en cette période difficile, il était vraiment merveilleux de voir de l'inspiration ou qu'on nous rappelle qu'il y a vraiment des personnes magnifiques, des histoires magnifiques. Et j'espère que tous nos spectateurs ont pensé la même chose et ressenti la même chose. Le Luxembourg Sustainability Forum va continuer cet après-midi. Nous aurons des invités de marque qui parleront des solutions low-tech, des actions en faveur de la biodiversité au Luxembourg. Nous nous retrouvons à 1 heure. Nous aurons une petite pause d'1 heure et si vous voulez, vous pouvez répondre à 2 séries de questions que nous avons mis en ligne pour la biodiversité et la réduction des émissions de carbone. Allez sur le site web de l'IMS et puis restez avec nous et appréciez votre pause. À bientôt.